Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette projection. Donc je vais juste situer le cadre de cette projection, puis ensuite je vous en dirai plus sur le film, et ce sera dans un deuxième temps, et j'espère que nous aurons un débat sur ce que vous allez voir. Donc nous sommes dans le cadre de In situ 2016. In situ, c'est la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen. Pour ceux qui ont déjà participé à cette biennale depuis qu'elle a commencé je crois que c'était au mois de septembre maintenant, donc on a commencé le 22 septembre et la biennale se prolonge jusqu'au 9 octobre et même un peu au-delà du 9 octobre puisque dans le cadre de la biennale il y a une exposition qui se tient au pavillon et cette exposition débordera le temps de la biennale, donc vous pourrez la voir au-delà du 9 octobre. Pour les manifestations prévues dans le cadre de la biennale, il en reste quelques-unes. Donc il y a ce soir cette projection. Ensuite, nous parlerons à la Cité de Chantier jeudi soir. Nous parlerons de reconstruction. Puis nous aurons aussi une séance vendredi soir qui sera consacrée aux bâtiments publics. Et enfin, nous terminerons le final de la biennale. Ce sera samedi soir à Les Âmes, où nous aurons le plaisir d'accueillir deux très grands architectes. D'une part, Elisabeth de Portzamparc, et d'autre part, son époux, Christian de Portzamparc. Christian de Portzamparc est un architecte qui a obtenu le Pritzker Prize alors qu'il était très jeune, il avait moins de 50 ans. Il l'a obtenu en 1994. Et donc il sera là pour une conférence qui sera tout à fait passionnante, je pense, et laquelle je vous encourage vivement à venir parce que j'ai déjà eu l'occasion d'assister à beaucoup de conférences de Christian de Portzamparc et chacune sont extrêmement intéressantes. Je dirais presque qu'on a de la peine à le couper tellement ses propos sont intéressants. Donc voilà pour le programme de cette biennale jusqu'à la fin. Je voudrais signaler également que à l'occasion de la biennale sort un livre qui s'appelle Reconstruire la ville sur mesure, qui est le thème général de la biennale. Donc c'est ce livre qui a cette couverture avec la Maison Bleue. Il n'est pas encore en vente tout à fait, je crois, dans les bonnes librairies, mais il va l'être très prochainement, donc vous pourrez le demander à votre libraire, ou vous pourrez le commander sur les sites en évitant les gros sites de commande et en prenant plutôt ceux des libraires, puisque je pense que c'est préférable de sauver la bonne librairie plutôt que de nourrir des fonds spéculatifs au travers de ces grands sites qui vendent des livres. Voilà, vous avez donc le programme de la biennale, et maintenant cette soirée est consacrée donc à un film qui s'appelle Esquisse de Frank Gehry, qui est le dernier film de Sidney Pollack. Et Sidney Pollack s'est donc intéressé à son ami architecte, ce grand architecte qu'est Frank Gehry. Quand j'ai proposé cette projection dans le cadre de la biennale, certains m'ont dit mais c'est un film qui célèbre une star architecte, puisqu'on parle plutôt de star architecte pour ce type d'architecte qui construisent dans le monde entier des bâtiments souvent extrêmement importants, tout au moins par la taille et par les budgets. Donc pourquoi célébrer une star architecte, un architecte star, alors que le thème général de la biennale, c'est reconstruire la ville sur mesure. Et justement, je pense que c'est une base de départ pour avoir un débat sur l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture? Qu'est-ce que l'architecture sur mesure? Qu'est-ce que l'architecture qui serait une architecture plus courante? Enfin, tous ces thèmes, nous allons y revenir tout à l'heure,
avec donc cette base de départ qui est le film Esquisse de Frank Gehry de Sidney Pollack, que je vous invite à regarder, et puis ensuite je vous invite vraiment à rester pour que l'on puisse dialoguer sur ce que vous aurez vu, qui, je pense, sous certains aspects, va vous surprendre sur la manière de travailler d'un architecte, et même va vous poser des questions, et puis ensuite on en parlera tranquillement, on essaiera de voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette méthode de travail qui est celle de Frank Gehry. Donc voilà, bonne projection et à tout à l'heure. If you're a complete layman and not an architectural specialist, what's so hot about Frank Gehry? What's all the fuss about? Some of my colleagues, they think of architecture in a hermetic way. If you do this with it, it ain't architecture anymore. He asked me to make a documentary about him. It's not just that I didn't know anything about making documentaries, I didn't even know anything about architecture. See how this unfolds and is welcoming? And that curve leads right into it. All right, now let me just shoot that curve. I think Frank really does creatively live in the moment. Frank did his little swiggles, and it's essentially that. The night Santa Monica Place opened, the president of the Rouse Company says to me, "Why'd you do that?" I said, "Because I had to make a living." And he said, "Stop it." It was like jumping off a cliff. Frank still doesn't know how to use a computer, I mean, except to throw it at somebody. I tried to draw it with descriptive geometry, but when the guy built it, there's a kink in it. That's what led us to the computer. Frank believes in accidents, but some of his accidents are failures. I feel very comfortable in his spaces. And if it does compete with the art, maybe that art isn't good enough. You need one less corrugation. See how it works? That is so stupid looking, it's great. We work back and forth between the planning and the model. If this doesn't work, that doesn't work. You give Frank the functionality, and then he delivers the picture. There is a certain threatening to taking the leap, but once you try that, you can't stop. Voilà, ça m'intéressera tout à l'heure de voir ce que vous pensez de ce personnage et la façon dont il conçoit l'architecture. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est évidemment qu'il voudrait être un peintre, il le dit dans le film. En réalité, l'architecture s'approche davantage de la sculpture, en tous les cas son architecture est plus proche de la sculpture, et d'ailleurs il se comporte véritablement comme un sculpteur, on le voit dessiner, plus exactement mouler des choses avec du papier, et c'est à partir de là que derrière lui, des ingénieurs, l'informatique aussi font que ces bâtiments peuvent exister. C'est quelqu'un qui a beaucoup imaginé et produit pour l'informatique d'une certaine manière. C'est grâce à lui que certains logiciels extrêmement puissants se sont développés. Il a donc dans son œuvre, et on le voit assez clairement dans ce film, alors c'est un film qui date de 10 ans maintenant, hein, c'est le dernier film de Sidney Pollack. Sidney Pollack est mort 2 ans après avoir réalisé ce film. C'est un film qui est encore en 35 mm, hein, ça n'est pas du numérique, hein, c'est un film en 35 mm. Donc ce qu'on voit clairement dans ce film, c'est qu'il a inventé beaucoup de choses. Par exemple, sur les matériaux, il a quand même contribué à beaucoup d'inventions, et même sur le recyclage, hein, des choses qu'on voit assez couramment aujourd'hui. Il était déjà sur des thématiques comme celle-là. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que, je ne sais pas, certains d'entre vous étaient peut-être là il y a 3 ans, quand on a projeté le film consacré à Paul Chemetov, qui s'appelle Paul Chemetov, un architecte. C'est totalement différent dans la pratique, c'est-à-dire c'est vraiment... il y a un monde entre les deux pratiques d'architecte.
Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'une certaine manière peut-être deux types de production architecturale. Il y a des gens comme lui qui font des architectures iconiques, et puis, et donc souvent ce sont des stars architectes. On a inventé ce mot pour parler d'architectes stars. Et puis il y a ceux qui font une architecture qu'on peut qualifier de plus ordinaire. Et d'ailleurs, l'architecture ordinaire a été relativement célébrée lors de la dernière biennale d'architecture de Venise, puisque le commissaire de cette biennale, Alessandro Aravena, avait essayé de faire un état du monde au travers de la biennale. J'en parle au passé, mais elle n'est pas tout à fait finie, cette biennale. Elle se finit au mois de novembre. Pour ceux qui auront l'occasion peut-être d'aller à Venise, c'est assez intéressant. Et le pavillon français, dans le cadre de cette biennale, s'appelle Nouvelle Richesse, et il célèbre des architectures du quotidien, des architectures qu'on pourrait qualifier de plus ordinaires. Donc on est à 100 lieues de ce que l'on vient de voir ici. Frank Gehry, c'est quelqu'un qu'on retrouve partout dans la presse. En regardant tout à l'heure ce qui avait été publié sur lui, j'ai vu qu'en 2014, il y avait eu dans Paris Match une vie en 12 chefs-d'œuvre. Donc on avait listé dans Paris Match 12 de ces chefs-d'œuvre. D'ailleurs, certains d'entre eux sont dans ce film, comme par exemple le bâtiment qu'il a construit à Düsseldorf, ou évidemment, alors dans les 12 bâtiments qui étaient cités par Paris Match, il n'y avait pas ce qui est son œuvre la plus connue aujourd'hui dans le monde, qui est évidemment ce musée de Bilbao, qui a même créé une expression qui est l'effet Bilbao. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment à Bilbao, qui est une sculpture, mais qui en même temps est vraiment un ouvrage urbain, pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils ont bien compris cette affaire, puisqu'il le musée de Bilbao, en fait, ressoude un petit, enfin, fonctionne comme un pivot dans la ville, et effectivement a eu une telle résonance mondiale qu'il a contribué, et les choses étaient engagées bien avant à Bilbao, mais il a redoré l'image de Bilbao qui était totalement déclinante. Et donc on parle beaucoup d'effet Bilbao parce que depuis, énormément de villes ont cherché, avec des architectures iconiques, à refonder une économie, refonder un tissu social par le biais d'une architecture de cette nature qui transforme complètement l'image que l'on a d'une ville. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des villes françaises qui ont essayé d'utiliser des grands architectes pour faire des bâtiments iconiques, et ça n'a pas déclenché l'effet Bilbao. Dernière petite chose concernant Frank Gehry, et puis après vous me direz ce que vous en pensez, comment vous avez vu ce film, et ce qui vous a inspiré. C'est un film qui peut, d'une certaine manière, inspirer une sorte de ressentiment contre l'architecte, parce qu'il a des manières de procéder qui sont, c'est le moins qu'on puisse dire, pas classiques. Enfin, dernière petite notation avant de vous donner la parole. Évidemment, il est l'auteur de la Fondation Vuitton à Paris, qui est un bâtiment qui a vraiment trouvé sa place, qui a été très contesté parce que des associations de riverains dans le bois de Boulogne ne voulaient pas le voir s'édifier, parce que il était aussi, par rapport à son permis de construire, hors des normes et des règlements. Il a fallu ruser. D'ailleurs, c'est un bâtiment qui n'a qu'un étage, alors que, évidemment, si vous l'avez vu, il est beaucoup plus haut qu'un bâtiment à un seul étage. Mais en réalité, sa forme fait que, pour respecter les règlements d'urbanisme, il n'a effectivement qu'un seul étage, mais de façon très répartie, même parfois on pourrait dire assez bizarrement. Mais enfin, il a trouvé sa place, et il fonctionne un peu comme une fleur qui s'ouvre dans le jardin d'acclimatation.
C'est assez réussi. La critique que j'en ferai, c'est que pour arriver à ce travail, on a une structure qui ne fait pas du tout d'économie de matière. Au contraire, on a une structure qui est très imposante, très volumineuse, des poutres qui parfois sortent à certains endroits d'une façon, on pourrait dire, un peu incongrue. Et on peut se demander d'ailleurs si le bâtiment a été suffisamment étudié pour qu'il y ait plus d'économie de matière. Voilà, quelques mots sur l'œuvre de Frank Gehry. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je crois qu'il y a un micro qui peut passer, si certains d'entre vous veulent réagir, donner un éclairage, un point de vue, un ressenti par rapport à ce film, qui est un peu, encore une fois, un peu particulier par rapport à la conception qu'on peut avoir du métier d'architecte. Des architectes qui travaillent, mais d'une manière totalement différente. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il se compare à Alvar Aalto. Je pense qu'il en est assez loin, d'une certaine manière. Mais bon, c'est son ressenti, mais son œuvre ne témoigne pas du tout de ce qu'a pu faire Aalto. Oui, madame. Vous avez parlé de la Fondation Vuitton. Il n'empêche que quand on voit un film comme ça, la grande difficulté, c'est qu'on n'approche pas ce qu'apporte l'espace. Et je crois que quelqu'un l'a dit, Johnson l'a dit dans le film, quand on va à Bilbao, il y a un côté waouh qui est vraiment extrêmement impressionnant dans la ville. Et pareil pour la Fondation Vuitton à Paris, si on veut faire la comparaison, je ne sais pas si certains ont vu et Vuitton et Confluence à Lyon, eh bien il y a quand même toute la différence entre un architecte qui est capable de produire des choses où il y a un réel supplément d'âme, ce qu'on n'a absolument pas à Confluence, qui reste un truc avec des poutres partout, comme vous dites, beaucoup de matière, etc. Donc voilà, c'est juste pour dire que, il n'empêche, on peut penser ce qu'on veut de sa démarche, mais il sculpte l'espace d'une façon waouh, assez impressionnante. Et particulièrement à Bilbao. C'est vrai que, alors à Bilbao, il a bénéficié de beaucoup d'une situation assez favorable, et puis aussi du fait qu'il connaissait une partie des œuvres qui seraient exposées. Et on voit à plusieurs reprises dans le film Richard Serra, l'œuvre de Richard Serra est rentrée dans le musée de Bilbao, elle n'en sortira pas, parce qu'évidemment elle est intransportable, mais en plus elle a une salle qui est complètement dédiée à cette œuvre. Et ça a permis aussi de sculpter les espaces et donner la lumière qui correspondait aux œuvres présentées. Mais justement, quand on va à Bilbao, ce qui est le plus peut-être impressionnant, c'est qu'il sculpte la ville. La forme donne de la puissance à la ville, tandis que le musée à l'intérieur n'est pas finalement si intéressant que ça. C'est d'ailleurs la frustration que beaucoup de gens ont quand on rentre à l'intérieur. C'est vraiment tout à fait une autre chose. L'extérieur. Enfin, rien que pour l'œuvre de Serra, pas des ça vaut le coup d'y aller, je pense. Mais oui, enfin, je ne suis pas complètement d'accord sur la déception par rapport aux œuvres. Je pense qu'il y a beaucoup de... Et puis les collections se sont enrichies, et puis même les sculptures extérieures et la façon de les présenter autour du bassin, c'est quand même très impressionnant. Ouais. Non, ce qui est frustrant, c'est quand on a vu le volume à l'extérieur et qu'on rentre à l'intérieur, on ne retrouve pas cette profusion d'espace, enfin voilà, cette volumétrie. On a un peu la même chose à la Fondation Vuitton. C'est vrai que sa manière de travailler fait que les espaces intérieurs ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on en attend quand on voit la sculpture telle qu'elle est. Et alors, il y a un élément aussi sur la Fondation Vuitton, c'est que dernièrement, des artistes chinois ont collé sur les vitrages des couleurs, des papiers de couleur, et ça donne de ce bâtiment une image totalement différente. Je dirais presque que grâce à cette installation des Chinois sur les verres de la Fondation Vuitton, le bâtiment est encore plus... ressort davantage et a beaucoup plus de... son intérêt dans le centre du
bois de Boulogne est encore rehaussé grâce à ces couleurs. Je pense que quand on les enlèvera, elles manqueront. Oui, excusez-moi par rapport à ça, je vous contredis un petit peu, c'est pas des Chinois, c'est Daniel Burel qui a installé les couleurs. Oui, vous avez raison. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait la confusion. C'est parce que quand je suis passé la première fois, j'ai vu une grande affiche sur les artistes chinois. Et après, je me suis renseigné et j'ai su que c'était Buren. Mais du coup, j'ai conservé cette confusion. Vous avez raison. Quelqu'un voudrait intervenir ? Est-ce que certains d'entre vous, en dehors de madame qui visiblement a vu le musée Bilbao, est-ce que le Guggenheim de Bilbao, est-ce que certains d'entre vous l'ont vu et pourraient s'exprimer sur le ressenti qu'ils ont eu de ou la Fondation Vuitton, bien sûr, parce que c'est les deux bâtiments les plus proches. Ce qu'on peut dire aussi de Franck Gehry, c'est que c'est vraiment un architecte. C'est pas un Européen, d'une certaine manière. Alors, évidemment, il est né à Toronto, il est canadien d'origine, enfin, il a été très vite américain. Sa manière de procéder, son exubérance architecturale témoigne beaucoup plus de l'architecture américaine que d'une architecture européenne. Attendez, on vous donne un micro. En œuvre très proche, il y a aussi à Bercy l'ancienne fondation culturelle américaine qui est aujourd'hui la Cinémathèque, qui peut-être à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, est une œuvre beaucoup plus structurée extérieurement et qui offre des volumes intérieurs splendides. Alors, juste, j'avais pris quelques notes sur Gehry. Il a aujourd'hui 87 ans. Hein, donc, c'est un architecte qui, il est né en 1929 à Toronto. Malgré son âge, est encore très sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, on voit Johnson, qui lui est décédé en 2005, je crois. Mais qui aussi était très âgé quand il a été filmé par Sidney Pollack. Philip Johnson est celui qui a eu le premier Pritzker Prize, c'est-à-dire le prix Nobel d'architecture en 1979. Ensuite, Gehry l'a eu en 89, donc il a eu 10 ans après lui. Christian Porzampar, je le disais tout à l'heure, l'a eu en 1994, était suivi par Renzo Piano en 98, je ne les ai pas tous cités, et Jean Nouvel, donc le deuxième Pritzker Prize français, l'a eu lui seulement en 2008. Et puis depuis on a vu des architectes, notamment un chinois, Wang Shu, qui l'a eu en 2012, Toyo Ito, grand architecte japonais s'il en est, ne l'a eu qu'en 2013. Et le dernier qu'il ait eu, enfin, c'est pas le dernier, mais c'est celui qui est sur la liste, il y en aura d'autres bien sûr, en 2016, c'est Alessandro Aravena, donc le Chilien, qui en même temps est commissaire de la Biennale actuelle de Venise. Il ne faut pas oublier Zaha Hadid, vous avez raison. Alors je ne l'ai pas noté, je crois en quelle année elle l'a eu, mais en 2006 probablement, quelque chose comme ça. Relativement récemment, oui, ça doit être 2006. Et j'en ai oublié plein. Herzog et de Meuron l'ont eu en 2001. Et puis les architectes japonais très importants de Sana, c'est-à-dire Sejima et Nishizawa, ont également eu ce prix Pritzker en 2010. Et puis les architectes qu'on avait reçus il y a 3 ans lors de la Biennale, Alvaro Siza et Souto Demura, donc 2 Portugais, et comme on l'avait dit à l'époque, et c'est toujours le cas, il y a 2 Portugais qui, dans ce petit pays, ont réussi à avoir le Pritzker Prize, alors qu'en France,
pays quand même plus importants. Nous n'avons également que deux Pritzker Prize, de Portzamparc et Nouvelle. Les Portugais, je cherche la date où Cisa l'a eu en 92, et puis Souto de Moura un peu plus récemment en 2011. Et donc tous ces gens-là sont effectivement des architectes qui ont su, à quelques exceptions près, il y a quand même eu des architectes avec une œuvre relativement restreinte, mais tous ces gens qui sont généralement lauréats du Pritzker Prize sont des gens qui ont eu accès à des commandes énormes et qui ont pu effectivement se comporter comme des architectes stars, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ils sont plus dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la haute couture, ce sont des couturiers, alors que effectivement le prêt-à-porter est d'une autre nature. Donc il y a, on pourrait dire deux types d'architecture. Mais l'une n'est pas moins importante que l'autre, au contraire. Une remarque, une question, un ressenti par rapport au film? Bien, si vous n'avez pas d'autres réactions, je vous propose de terminer cette séance. J'espère que vous conserverez un bon souvenir de ce film et je vous remercie de votre participation. Bonne soirée.